quelques mots, je vais me présenter, puis ensuite je vous montrerai un peu plus en détail, présenter ma démarche plutôt, et puis après je vous montrerai plus en détail mon travail avec des images. Donc je disparaîtrai au profit de mes images. Mais en quelques mots, effectivement, donc sur ma démarche, j'essaie vraiment de travailler sur des problématiques géopolitiques, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette histoire en construction. Je fais un travail d'abord d'un point de vue, on va dire, théorique, en lisant des livres, en faisant des suivis dans la presse, en rencontrant des chercheurs spécialisés sur le domaine que je vais aborder. Et une fois que je pense avoir bien cerné mon sujet d'un point de vue théorique, je vais faire un travail de terrain qui se rapprocherait souvent plutôt d'un travail anthropologique que d'un travail journalistique d'ailleurs. Et j'essaie de comprendre avec les acteurs de ce qui est en train de faire l'histoire, ou peut-être de ce qui va la faire. Qu'est-ce qui les a amenés à cette situation? Quel est leur quotidien? Vers quoi est-ce qu'ils veulent aller? Notamment, j'ai beaucoup travaillé avec des groupes de guérilla, donc comprendre un petit peu tout ça. Et une fois que je pense avoir bien cerné ma problématique, des deux points de vue, à la fois du terrain et d'un point de vue théorique, je vais produire une œuvre qui va être une retranscription plastique de cette analyse. Sachant que le médium que je peux utiliser, je vais vraiment prendre le médium qui me paraît être le plus pertinent pour traiter le sujet que je veux traiter. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup la photographie de par son rapport au réel, mais également j'utilise la vidéo, l'installation, les objets, la performance. Ça peut être extrêmement varié. Donc c'est vraiment voilà, c'est assez large. Et puis également, vous allez voir dans mon travail la notion d'esthétique qui est très présente. Parce que, je vous en parle tout de suite, parce que souvent les gens posent la question de ce rapport à l'esthétisme. Et ce rapport à l'esthétisme, pour moi, est très important parce que j'utilise l'esthétisme comme un piège qui vient capturer le regard, qui du coup va amener le regardeur vers l'image et va l'amener à ensuite développer une réflexion autour de la problématique sur laquelle je veux l'amener. Donc maintenant, je vais vous partager mon écran et vous en montrer un petit peu plus. Alors, j'ai voulu commencer avec un projet que tu connais bien, Yann. J'ai voulu commencer avec ce projet. C'est bon, vous le voyez l'écran? Partagé? Oui. Ouais, super. Oui. J'ai voulu commencer avec ce projet parce que c'est le projet qui nous a amené à nous connaître il y a déjà pas mal d'années. C'est un projet que j'ai développé autour des mercenaires et qui est lié en fait à une expérience que j'ai pu vivre lorsque j'étais en Afghanistan. Donc en 2000, c'était la première fois que j'étais en Afghanistan, c'était en 2004. Et j'étais en train de prendre des photos dans la zone sécurisée de Kaboul. Et je prenais des photos un peu de cette espèce de fortification qu'il y avait autour de cette zone. Et d'un seul coup, je me suis fait interpeller par 4 types en armes, donc avec gilet pare-balles, fusil d'assaut. Quand je l'ai interpellé, c'est une interpellation un petit peu musclée. Ça ne s'est pas très bien passé. Après un interrogatoire, une arrestation et un interrogatoire, finalement ils m'ont relâché. Mais je me suis demandé qui étaient ces gens qui m'ont arrêté comme ça. C'était pas des Afghans, c'était en l'occurrence trois Américains et un Népalais. Et je me suis demandé qui étaient ces gens qui ont pu m'arrêter comme ça. C'était pas les forces armées afghanes, c'était pas des forces armées régulières. Donc j'ai fait pas mal de recherches et je me suis aperçu qu'en fin de compte c'était ce qu'on appelle des security contractors, mais ce qu'on pourrait appeler, vu les types de missions qu'ils remplissent, plutôt des mercenaires. C'est pas moi qui extrapole, hein, puisque c'est des termes qui ont été employés par le rapporteur spécial des droits de l'homme des Nations Unies en 2007 pour parler justement de ce phénomène-là. Et donc, je me suis aperçu que c'était des mercenaires qui travaillaient pour la société Blackwater, donc une société cotée en bourse,
qui a des milliers de mercenaires qui travaillent pour elle et qui est présent sur tout un tas de théâtres d'opérations et dont le nom a changé d'ailleurs à plusieurs reprises à cause de scandales qu'il y a pu avoir, avec cette société. Et donc ça m'a amené à m'interroger sur cette nouvelle forme de mercenariat et en fin de compte, quand j'ai voulu faire des recherches sur cette problématique-là, je me suis aperçu que c'est très difficile de trouver des choses, c'est très difficile d'approcher ce milieu. Et donc, du coup, pour, entre guillemets, infiltrer ce milieu, j'ai décidé de créer une société militaire privée qui s'appelle la Mercenary International Corporation. Donc, vous voyez le logo ici. Donc, bien entendu, c'est une société fictive, je vous rassure, mais avec un site internet, un logo, une charte graphique, etc., etc. Et du coup, je me suis mis à recevoir des CV de mercenaires qui voulaient travailler pour ma société. Donc aujourd'hui, j'ai près de 350 CV de mercenaires de différentes nationalités. Donc là, vous avez un Sud-Africain qui a travaillé dans des mines de diamants en Angola, au Sierra Leone, qui travaille au Pakistan, un ancien colonel sud-africain. Je vous montre juste la première page du CV. Il y avait plusieurs pages. Vous avez ici un ancien de la garde présidentielle, croate. J'ai également un ancien garde du corps de Bill Gates. J'ai de la police nationale. J'ai même de la sécurité RATP. J'ai des légionnaires, des GIs, des Marines, des forces spéciales sud-américaines, brésiliennes, chiliennes, d'Argentine, du Mexique également. Voilà, j'ai des profils, j'ai même eu des forces spéciales chinoises, enfin des anciens des forces spéciales chinoises, donc des profils assez vastes, enfin assez variés. Et donc là vous voyez une installation donc, où j'ai présenté tous ces CV de mercenaires que j'avais à l'époque, donc ça c'était en 2013, donc aujourd'hui j'en ai beaucoup plus. Donc voilà, l'idée étant bien entendu, dans ce travail sur le portrait d'une certaine manière, l'idée n'est pas de mettre ces gens sur un pilori, hein, c'est bien pour ça que vous voyez que les photos sont floutées, les noms cachés, mais l'idée étant plutôt de donner à voir un phénomène. Donc voilà, après cette petite aparté sur ce projet qui me tenait à cœur de montrer, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est avec ce projet, Yann. Maintenant, je vais vous parler d'autres projets autour de la question de la représentation des conflits, puisque l'exposition qui est à la Sorbonne Art Gallery, avec le projet Shebab, parle justement de cette question de la représentation des conflits. Mais avant d'en venir au projet Shebab, je voulais vous présenter d'autres projets qui traitent des conflits de différentes manières de traiter du conflit et des différents conflits qu'il peut avoir aussi, puisque chaque conflit peut être différent. Donc ici, le projet dont je vais vous parler, c'est un projet que j'ai réalisé en Turquie. Et la Turquie, en fait, ça a été pendant très longtemps ma base arrière. C'était l'endroit où j'allais me reposer, un peu où j'allais souffler après des moments un peu difficiles sur des zones compliquées comme l'Irak, comme la Syrie. Beaucoup d'amis turcs me disaient « Regarde, le régime devient de plus en plus autoritaire, etc. » Et puis à l'époque, donc c'était autour de 2010-2011. À l'époque, au début du printemps arabe, on voyait la Turquie un peu comme un modèle de démocratie pour les pays arabes en pleine révolution, un pays qui allait intégrer l'Union européenne, Erdogan qui avait mis en place un cessez-le-feu avec les Kurdes. J'avais à l'époque une vision assez positive. D'une certaine manière, je ne voulais pas voir ce que j'avais sous les yeux. Et quand je dis que j'avais sous les yeux, c'est-à-dire que j'ai vraiment assisté à certains événements, comme par exemple les manifestations de la place Taksim. Non pas que j'étais venu sur la place Taksim pour assister aux manifestations, mais c'est qu'à ce moment-là, je travaillais en Syrie et
et en fait, j'avais proposé à mes amis pour mes 30 ans qu'on se retrouve à Istanbul. C'était un bon compromis entre Paris et la Syrie. Et on avait trouvé un Airbnb qui était pas excessivement cher, un grand Airbnb pour loger tout le monde. Et il se trouve qu'il n'était pas excessivement cher parce qu'il était il donnait directement sur Taksim, sur la place Taksim, et donc on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres à cause des fumigènes. Dès qu'on sortait, il fallait faire attention aux charges de la police. Et donc j'ai assisté à ça, mais sans vraiment y assister d'une certaine manière. J'ai assisté également à la fin du cessez-le-feu avec le PKK, puisque à ce moment-là, je devais rentrer d'Irak jusqu'en Turquie, et je me suis retrouvé coincé à cause de l'offensive qui reprenait entre le gouvernement et le PKK. Donc le PKK, hein, pour ceux qui ne savent pas, ce groupe de guérilla kurde de Turquie. Et donc là encore, j'ai vu ces choses-là, mais sans vraiment les voir. Et puis il y a eu cette tentative de coup d'État contre Erdogan et les milliers d'arrestations qui s'en sont suivies. Les milliers d'arrestations, pas seulement de personnes qui avaient participé au coup d'État, mais aussi de toute voix qui portait une parole, de toute personne qui portait une parole publique contre le pouvoir. Et du coup, au bout d'un moment, tout simplement, je n'ai plus pu ne plus voir. En fait, j'ai été obligé de voir ce que j'avais face à moi. Et j'ai donc décidé. Je me suis dit qu'il fallait que je montre en fait ce que moi-même j'avais pas voulu voir pendant des années, que je montre en fin de compte ce qu'on ne peut pas montrer, que je parle de ce dont on ne peut pas parler dans ce pays. Et j'ai essayé de prendre ça sous l'axe qui me paraissait être à l'époque le plus évident, qui était celui de la liberté d'expression et de la presse, puisqu'il y avait il y avait déjà beaucoup de médias qui avaient été fermés ou rachetés, ou entre guillemets mis au pas ou supprimés par l'État turc. Et donc j'ai décidé de créer un journal qui parlerait de ces sujets les plus controversés, de ces sujets tabous au sein de ce territoire. Et j'ai défini 19 lieux sur ce territoire qui renvoient à ces sujets les plus controversés, et je me suis rendu dans chacun de ces lieux. Sauf que dans la plupart de ces lieux, il était impossible de faire des images, puisque faire des images, ça signifiait se faire arrêter et certainement emprisonner. D'autres Français en ont fait l'expérience avant moi, je parle juste pour les Français, hein, et du coup, j'ai cherché un moyen de contourner la censure. Et donc, j'ai décidé dans chacun de ces lieux de photographier le ciel et les nuages. Et donc, dans ce journal que j'ai appelé Bulutlar, ça veut dire les nuages, le projet s'appelle Quand les nuages parleront, j'ai mis uniquement ces photos de nuages, avec en dessous le nom, ou plutôt les noms, puisque je me suis aperçu qu'en fin de compte, beaucoup de ces lieux, en fait, avaient eu d'autres noms de par le passé. Alors quand je dis de par le passé, je remonte pas très loin, je me cantonne uniquement au XXe siècle, avaient eu d'autres noms et qui avaient été progressivement supprimés. C'est-à-dire que, par exemple, les noms chrétiens, donc c'est-à-dire arméniens, assyriens, grecs pontiques, ont été supprimés en 1918 pour être les noms de lieux, hein, bien entendu, ont été supprimés pour être remplacés par des noms turcs. Et puis ensuite, dans les années 30-40, c'est les noms arabes et les noms kurdes qui ont été progressivement supprimés pour être remplacés par des noms turcs. Donc on voit par exemple sur Yüksekova, donc cette ville de l'extrême-orient turc, donc qui s'appelait Gawar avant, puisque c'était une ville assyrienne, qui s'appelait Gever par les Kurdes, et Yüksekova en turc. Ça m'a permis de me rendre compte aussi que, en fin de compte, en étudiant à la fois cette question des noms, mais aussi vraiment l'histoire de ces lieux, qu'on n'était pas juste sur
on n'était pas juste sur une question liée à la liberté d'expression, mais on était sur quelque chose de beaucoup plus profond. On était vraiment sur un État qui s'est construit de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui sur un processus de disparition, ou plutôt un processus d'élimination de tout ce que l'État considère comme s'opposant à son image, ou à l'image qu'il considère comme étant celle du bon Turc. Ça passe, bien entendu, par des peuples entiers, avec les Arméniens, les Assyriens, les Grecs pontiques, le massacre des Alévis également dans les années 40, donc, et précédemment donc, les génocides qu'il y a eu, donc les exactions aujourd'hui contre les Kurdes, mais ça passe également par la destruction de villes, d'architecture, de culture. Et donc c'est ça que j'ai voulu interroger dans ce projet assez vaste, puisqu'il y a ce journal, mais il y a aussi d'autres éléments qu'on va voir. En l'occurrence, j'ai décidé de traiter plus particulièrement du conflit qu'il y avait actuellement en cours et que cet État voulait faire disparaître, qui est celui contre les Kurdes, et notamment le soulèvement des villes kurdes en 2016. Et donc j'ai voulu commencer. Alors ici, vous voyez des images d'une exposition que j'ai fait aux Rencontres d'Arles. Et donc ici, dans cette exposition, vous avez face à vous ce paysage, si on peut l'appeler ainsi. Et j'ai voulu commencer avec cette image-là, parce que cette image, en fait, l'intérêt précisément de cette image, c'est qu'elle n'a pas d'intérêt. Il y a un sentiment de vide, d'absence. Je parle ici de paysage, mais il n'y a même pas vraiment la perspective qu'on pourrait donner à un paysage. Donc voilà, sentiment de vide et d'absence. Et puis, en fin de compte, cette image, c'est une image qui n'existe pas. C'est une image qui a été entièrement faite enfin pas entièrement, mais qui a été en partie faite sur Photoshop, puisque l'image originale, je vais vous la montrer, voilà l'image originale. Et donc ici, j'ai effacé, ou plutôt j'ai effacé, je vais en dire, mon assistante a effacé, parce que je n'ai pas je suis pas assez bon sur Photoshop pour le faire, mais on a effacé de manière systématique tout ce qui renvoyait à la guerre, donc ces personnes que vous voyez là, la fumée, les armes, etc., de manière à laisser ce vide à la place et présenter en fin de compte cet effacement. Donc ici, on a une photographie d'une autre série dont je vous parlerai un peu plus tard après, mais une série donc, que j'ai revisitée à travers ce projet, donc avec cet effacement que j'ai fait de cette image. Ici, c'est une image en fait, que j'ai fait avec un groupe de guérillas kurdes sur une zone de guerre, et j'ai invité ces combattants à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peinture classique. On a là du coup une gestuelle qui est une gestuelle propre à la peinture qui vient trahir le dispositif de mise en scène. Et du coup, lorsque le regardeur se retrouve face à l'image, il y a un truc de faux dans cette image. Et en même temps, il voit qu'avec le cartel qu'on a avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre, mais alors du coup, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vraiment cette interrogation sur le réel, la construction de l'image de guerre, la théâtralisation du conflit qui m'intéresse. Mais j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Ici, ce qui m'intéressait à travers cette image, c'était aussi, d'une certaine manière, recréer une iconographie à un conflit qui n'en a pas. Puisque je vous ai parlé de ces villes qui se sont soulevées, ces villes kurdes qui se sont soulevées contre l'État turc en 2016, notamment 2016-2017. Il se trouve que quand ces villes se sont soulevées et que le PKK a pris le contrôle de ces villes, immédiatement ces villes se sont retrouvées assiégées, les régions ont été fermées, donc les journalistes n'avaient plus du tout accès à ces régions, plus personne ne pouvait ni rentrer ni sortir de ces villes, et toute communication était coupée, donc il n'y avait plus de réseau téléphonique, d'internet, etc. Et donc du coup on n'a quasiment aucune image de ce qui s'est passé ici. D'ailleurs, quasiment personne ne sait
qu'il y a eu des combats au sein de villes, villes turques. Je vais y revenir juste après, puisque je vais y reparler, mais de combats de très grande ampleur. Hein. C'était des combats avec des bombardements aériens, des tirs de canon, des chars qui rentrent dans la ville, qui tirent. Enfin, c'est pas quelques échanges de Kalachnikov, c'est vraiment de la vraie guerre, d'une certaine manière. Et donc, moi, ça m'intéressait ici de recréer, en fin de compte, une image, de montrer cette image recréée, puisque une guerre sans image est une guerre qui n'existe pas. Et l'idée ici, avec cette image qui a été créée, d'une certaine manière, c'est vraiment redonner cette iconographie, une iconographie à ce conflit. C'est ce que j'ai tenté de faire aussi également dans cet autre projet, donc où je me suis rendu en fait compte dans chacune de ces villes, qui avaient été, où avaient eu lieu ces affrontements entre la guérilla kurde et le gouvernement turc. Et en fait, quand je me suis rendu dans ces villes, donc bien entendu, c'était après les événements, c'était un an et demi à peu près après, j'ai cherché les impacts des affrontements, j'ai cherché les marques des affrontements dans ces villes. Et je ne les ai pas trouvés. Je ne les ai pas trouvés. Bon, parfois, sur un bâtiment, on pouvait voir quelques impacts de balles, mais après tout, à Paris aussi, on a quelques impacts de balles de certains bâtiments qui datent de la libération de Paris. C'est pas vraiment significatif. Les routes étaient clean. Et puis, en marchant dans certains quartiers, d'un seul coup, je me suis retrouvé au milieu de la rue, d'un seul coup, une énorme palissade en métal. Une palissade de 5-6 mètres, avec des caméras, parfois avec marqué zone militaire, défense d'entrée, donc de toute façon pas de porte pour y rentrer. Et alors du coup, je fais demi-tour, je prends la rue d'à côté, et à nouveau, je me retrouve devant une énorme palissade. Et puis un peu plus loin, je prends la rue, et à nouveau devant une énorme palissade. Et là, je m'aperçois comme ça qu'il y a des quartiers entiers qui sont bouclés. Des quartiers entiers, en fait, qui disparaissent derrière ces palissades. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille également, c'est l'état de gravat que j'ai pu découvrir à l'extérieur de ces villes. Tous ces gravats, je me suis dit, mais c'est pas 2-3 maisons, c'est même pas 10 maisons, c'est beaucoup plus en fait. Et puis en fait, lorsque je suis rentré à Paris, j'ai fait des recherches sur des images satellites antérieures au conflit et des images satellites postérieures au conflit. Et c'est en confrontant ces images que j'ai pu me rendre compte de l'ampleur des destructions qu'il y avait eu dans chacune de ces villes. Et donc j'ai décidé d'imprimer ces images satellites et de découper de manière systématique toutes les zones qui avaient été détruites par les affrontements. Donc quand je dis détruite, c'est vraiment complètement détruite. Pour vous dire, c'est que par exemple là ici sur Nusaybin, il n'y a plus une pierre debout. Disons les ruines qui restaient, les ont passées au bulldozer. Et c'est le cas aussi particulièrement sur Sour, donc le quartier historique, la vieille ville de Diyarbakir, qui est, on pourrait dire, la capitale culturelle des Kurdes. Et Sour, donc, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, vous pouvez voir qu'il y a près des 2/3 de la ville qui a été complètement détruite. C'est vraiment, mais plus une pierre debout, ça a été complètement rasé. Ça m'a amené à m'interroger sur une autre notion, qui est la notion d'urbicide. C'est-à-dire comment l'État turc va mettre en place une destruction systématique des architectures, des villes historiques chez les Kurdes, de manière
à faire disparaître cette identité. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, cette volonté de faire disparaître l'identité kurde, qu'on va retrouver dans le vêtement, puisque les Kurdes, la majorité, enfin en tout cas plus de la moitié, en Irak, en Syrie, en Iran, donc ces autres pays où il y a des Kurdes, portent le vêtement traditionnel kurde, et notamment ce pantalon qui s'appelle le shalwar. Et en fait, en Turquie, eh bien, pratiquement personne ne le porte. Parce que le porter, c'est considéré par les autorités comme une marque de soutien à la guérilla kurde. Et donc, les gens qui vont le porter immédiatement risquent de se faire arrêter et emprisonner. Et donc, du coup, là encore, ça participe à l'effacement de cette culture. Et ici, dans cette exposition, l'idée, c'était de proposer des pantalons kurdes de manière à ce que les gens puissent l'utiliser, le porter comme un symbole politique. Et puis, maintenant, je vais vous présenter une vidéo, un extrait d'un film que j'ai réalisé, donc toujours autour de la disparition en Turquie. Donc, en quelques mots, avant de vous présenter cet extrait, ce film, c'est un film que j'ai réalisé, où je me suis rendu, en fait, que j'ai réalisé au téléphone portable, et je me suis rendu dans chacun de ces 19 lieux, qui sont ces lieux, comme je vous disais, qui traitent de ces sujets les plus controversés, les plus tabous au sein de ce territoire. Sauf que dans ces lieux, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas possible de faire des images, de faire des photographies, donc bien entendu, ce n'est pas possible également de filmer, enfin dans la plupart, et du coup, j'ai décidé de filmer le chemin vers chacun de ces lieux. Et donc ce film, c'est une sorte de road movie, on va d'un lieu à un autre, dans chacun de ces lieux, et on a une voix qui raconte l'histoire de ces lieux, qui raconte ces histoires enfouies, ces histoires tabous, ces histoires cachées, et les fait réémerger. Donc je vais vous présenter un court extrait de quelques minutes. Je suis la plus grande de toutes. Avec ma petite sœur à mes côtés, je domine ce territoire. « 15 jours durant, Alexandre le Grand a attendu pour me voir. Mais j'ai préféré rester dans mes nuages. Je suis là depuis toujours. Aucun peuple ne pourra m'ébranler. Et pourtant, beaucoup sont passés. Je me rappelle d'un prêtre arménien. Je me rappelle de ce prêtre devenu fou, juché sur son cheval, chargeant les troupes ennemies venues massacrer son village. Je me souviens du jour où il n'est pas revenu et où tous prirent la route de l'exil, laissant tout derrière eux. Malgré cela, la plupart furent tués en chemin. Je me souviens du génocide. Je suis la montagne qui rend fou. Beaucoup tentent l'ascension jusqu'à mon sommet dans l'espoir de trouver un bateau. Aujourd'hui encore, alors même que je suis fermée. Zone militaire où rien ne peut sortir ni entrer, ceinturée par de nombreux blindés. La nuit, je m'éclaire. La nuit, je gronde. Mais ce n'est pas mon volcan. Ce sont les frappes et les tirs. Théâtre d'une dernière bataille, cette fois celle des Kurdes. Je redeviens, l'espace d'un court instant, la montagne de feu.
Donc voilà pour cet extrait. Et puis maintenant, je vais vous présenter un autre projet, toujours sur la question du conflit, mais ici plus sur une autre forme de conflit, puisque ce projet, je l'ai réalisé en hommage à Sardash Othman. Donc en fait, en 2010, lorsque j'étais en Irak, j'étais logé sur le campus de l'université de Salah ad-Din. Et quelques jours après mon arrivée, un des étudiants a été kidnappé juste devant l'université. Il se trouve que j'étais le seul occidental sur le campus de l'université à ce moment-là, et donc du coup pas mal de ses amis sont venus me voir et m'ont pris à témoin. Ils m'ont dit, oui, regarde, Sardash, il écrit des articles où il parle de la corruption et de la cooptation dans le pouvoir local, et du coup, ils l'ont kidnappé. Et ils m'ont montré notamment le dernier article qu'il avait écrit qui s'appelle « J'entends sonner les cloches de ma mort ». Dans cet article, il explique qu'il a reçu 2 menaces de mort, que s'il continue d'écrire, il sera tué, mais qu'il ne va pas fuir, qu'il va rester, qu'il va continuer d'écrire et qu'il est prêt à mourir. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé son corps dans les rues, il avait été exécuté. Et donc j'ai voulu lui rendre un hommage, parce que face à cette situation, je pense que c'était la moindre des choses que je pouvais faire. Et j'ai pas mal travaillé avec ses amis, bien entendu, mais aussi avec sa famille, notamment son grand frère, qui m'a donné beaucoup de photos, de vidéos de Sardash. Je suis rentré en France avec ces documents et j'ai décidé de garder une photo de Sardash et d'en faire des tirages papier salé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique photographique du début du 19e siècle, une technique noir et blanc. Donc j'ai fait des tirages papier salé au format A3, j'en ai fait une 50aine, mais je ne les ai pas fixés, je les ai enfermés dans une boîte noire. Et puis pour un an de la mort de Sardash, je suis retourné en Irak, et très tôt le matin, quand il faisait encore nuit, j'ai été coller son portrait dans les rues, comme vous pouvez voir ici, pour que lorsque les gens sortent, ils se retrouvent nez à nez avec le portrait de Sardash. Et puis progressivement, quand le soleil a commencé à se lever, les images se sont mises à disparaître pour laisser place à des rectangles noirs. Et puis maintenant, on va passer à un tout autre projet, cette fois-ci, sur le conflit, puisque tout à l'heure on était sur montrer quelque chose qu'on ne voit pas vraiment. Je vous avais parlé ici là, de ce projet qui est le projet Théâtre de guerre. C'est un projet que j'ai réalisé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un groupe de guérilla kurde en Irak, et j'ai invité donc ces combattants à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peinture classique. Donc, le titre même de la série, d'ailleurs, Théâtre de guerre, ici j'ai repris cette expression de Karl von Clausewitz, donc ce théoricien de la guerre du 19e siècle, qui est le premier à utiliser des termes propres au théâtre, à la fiction, au loisir, j'ai envie de dire d'une certaine manière, pour parler de la guerre. Il va parler de scènes de bataille, d'acteurs du conflit, de théâtre de guerre. Donc là, comme je vous disais aussi précédemment, j'ai repris ici des peintures, j'ai repris la mise en scène de peintures classiques, précisément de peintures de la guerre franco-prussienne de 1870, puisque, alors vous pouvez voir ici les dernières cartouches de Neuville, puisque c'est dans ces peintures que s'est construit l'image de guerre, la photographie de guerre telle qu'on va la voir apparaître tout au long du XXe siècle. C'est des peintures qui, en termes de style, on va dire assez peu d'intérêt. On reste sur de l'académisme, comme on dirait péjorativement, du pompier, mais qui sont extrêmement intéressants dans leur construction de la guerre, dans la représentation de la guerre, puisque la guerre de 1870, c'est une défaite extrêmement cuisante pour la France, et il va avoir toute cette interrogation de comment représenter la défaite.
Et il est intéressant de voir qu'auparavant, dans la peinture, on avait des peintures avec des centaines et des centaines de soldats qui glorifiaient les généraux ou les dirigeants, empereurs, rois ou autres, dans leur victoire. Or là, vu qu'il n'y a pas de victoire, on ne va pas glorifier l'empereur, le roi, les généraux. On ne va pas montrer la stratégie victorieuse. Et on va être beaucoup plus sur des scènes de genre inspirées du naturalisme, avec un nombre assez réduit de personnages, généralement une dizaine de personnages. Et en fin de compte, c'est ce qu'on va voir apparaître après dans la photographie de guerre tout au long du XXe siècle. Également le fait que ça soit des soldats lambda qui soient représentés, des soldats anonymes. Là encore, c'est ce qu'on va voir dans la photographie de guerre. Et on est dans des peintures qui oscillent entre héroïsme et absurdité de la guerre, héroïsme du combattant et absurdité de la guerre. Et le dernier point intéressant, le dernier parallèle intéressant avec la photographie de guerre du XXe siècle, c'est que les soldats qui ont fait cette guerre de 1870 sont des gens qui ont été appelés sous les drapeaux. C'est une armée de conscrits. Et donc, du coup, énormément de peintres vont se retrouver à devoir combattre également, à faire la guerre, exactement comme le reporter de guerre qui est dans la guerre, qui vit la guerre. Et de ce point de vue-là, ça va différer vraiment de ce qu'on voyait auparavant, à part quelques exceptions comme Goya, mais ça va différer de ce qu'on voyait auparavant, où on avait des peintres comme Gros ou David, qui parfois allaient sur le champ de bataille après la bataille avec un mouchoir sur le nez, mais qui étaient dans une représentation très fantasmée de la guerre. Là, on est vraiment sur des gens qui ont vécu la guerre. D'ailleurs, il y a des peintures qui vont s'appeler « Souvenirs de telle bataille » ou de telle bataille. Donc voilà pour ce parallèle. Et puis, toujours dans la mise en scène, donc on va rester ici dans la mise en scène, avec un autre projet qui est un projet que j'ai réalisé en Ukraine pendant la révolution de Maïdan en 2014. Donc, quand les événements ont commencé, au début, les premières manifestations, j'étais à Paris, comme tout le monde, j'ai suivi un peu ce qui se passait. Et puis, quand il a commencé à avoir les premiers morts, je me suis dit, non, mais c'est plus des manifestations, c'est autre chose. Quand je dis les premiers morts, notamment les premiers morts par balle. Et du coup, j'ai voulu comprendre et j'ai fait pas mal de recherches dans différents médias. Et là, je me suis aperçu qu'entre les médias pro-russes et les médias pro-occidentaux, les analyses étaient totalement divergentes. Et du coup, j'ai voulu comprendre et j'ai décidé de me rendre là-bas pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, il se trouve que je suis arrivé le jour précisément où le président, donc à l'époque c'était Yanukovych, où le président a fui. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de président, il n'y avait pratiquement plus de gouvernement, il n'y avait plus de police, le pays était entièrement sous le contrôle de la population. Et j'ai voulu saisir ce moment de latence, qui a été un moment très court, qui a duré 5-6 jours, ce moment de latence où vraiment tout paraissait possible. J'ai voulu le saisir à travers 100 portraits. 100 portraits de ces manifestants devenus révolutionnaires et 100 questionnaires où je leur demandais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer. Donc le portrait est là, bien entendu, pour capturer le regard, l'attitude de chacun de ces personnages, la présence, et le questionnaire pour capturer leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs dans ce moment où tout paraissait possible. Donc là, vous avez mon studio, hein, et comme ça, vous voyez aussi par là même le fond, ce fond noir, en fait, puisque je voulais un fond assez neutre visuellement et en même temps assez fort symboliquement, puisque ici, c'est les portes qui ferment l'accès à l'arrière de l'hôtel de ville, qui ont été en partie brûlés et forcés par les manifestants qui ensuite sont rentrés dans l'hôtel de ville, qui est devenu le QG de la Révolution. Et puis ensuite, avec ces 100 portraits, ces 100 questionnaires, j'ai décidé d'en faire un livre, un livre que j'ai fait imprimer sur du papier journal. Donc après, l'idée d'en faire 100, hein, c'était à la fois avoir un panel assez large, assez représentatif de qui étaient ces manifestants, mais également c'était aussi lié au fait qu'il y a eu symboliquement, enfin il y a eu plus de 100 morts sur Maïdan, mais on a gardé symboliquement le chiffre des 100 morts qu'on a appelé la centurie céleste, puisque les manifestants s'étaient organisés en centurie pour affronter les forces de l'ordre. Et donc ce livre,
Je l'ai fait imprimer sur du papier journal, l'idée étant de faire référence ici directement aux médias, sauf que là, on a directement la parole de ces gens sans passer justement par le prisme du média. Et ce livre, je l'ai pensé également comme une exposition, puisqu'on peut facilement retirer les pages, et ensuite, il suffit de les coller, chacun peut faire sa propre exposition avec un livre. Et d'ailleurs, 6 mois après la Révolution, je suis retourné en Ukraine, mais cette fois-ci dans la partie est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk, dans le Donbass. Et j'ai été coller ces portraits, ces questionnaires dans les rues, de manière à ce que les gens qui étaient sous influence de la propagande russe voient véritablement qui étaient les gens de Maïdan, en dehors de toute forme de propagande. Et puis, maintenant, je vais vous présenter un extrait de la vidéo Shebab, puisque le projet Shebab qui est exposé à la Sorbonne, ça a été d'abord un projet vidéo, puisqu'il existe 2 versions du projet, une version vidéo et une version sous forme de photo qui est présentée à la Sorbonne. Donc, je vais vous présenter un extrait de cette vidéo, puisque ici, dans ce projet, c'est un projet que j'ai réalisé en Syrie, dans la province d'Alep et dans la province d'Idlib, aux côtés d'un combattant rebelle syrien, donc un combattant de l'armée syrienne libre. Et j'ai fixé une caméra sur le torse du combattant et je l'ai invité à filmer lui-même 24 heures de sa vie. En fixant une caméra sur le torse du combattant, l'idée étant d'interroger qui produit l'image de guerre aujourd'hui, sachant que aujourd'hui, la majorité des images de guerre ne sont plus le fait de reporters, mais le fait de combattants qui eux-mêmes produisent de l'image avec leur smartphone et ensuite diffusent ces images. L'autre point ici qui m'intéressait dans ce projet, c'était le fait que le conflit est extrêmement présent dans nos sociétés. Si on regarde, dans les médias, le conflit est très présent, mais avec une image qui est basée essentiellement sur l'événement, ça va être le tir, ça va être l'explosion, ça va être le cadavre. Et puis ensuite, on a les films, où sur 1h30 de film, vous allez avoir 1 heure de combat et une demi-heure de scène d'amour. Et puis, vous avez ensuite les jeux vidéo, où là, boum, 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 on tire en permanence. Et donc, on s'aperçoit que le conflit est très présent dans nos sociétés et en même temps extrêmement fantasmé. Et ici, dans ce projet, donc c'est une vidéo qui dure 24 heures. C'est un plan séquence de 24 heures. Quand les gens viennent voir la vidéo à 9 heures du matin, il est 9 heures du matin pour le combattant. Quand ils viennent la voir à 14 heures, il est 14 heures pour le combattant. Donc voilà, c'est vraiment un plan séquence de 24 heures. Et du coup, en fin de compte, ici, c'est montrer la réalité de la guerre la plus brute possible, puisque ce qui caractérise la guerre avant tout, c'est l'attente. On attend, on attend, on attend. Avec une tension permanente, parce qu'on ne sait jamais si on sera encore vivant à la fin de la journée, mais on attend. Et en fin de compte, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment cette attente. Et c'est cette tension sous-jacente, bien entendu, parce que il suffit qu'il y ait un avion de chasse qui arrive, qui largue sa bombe, et là tout le monde meurt. Il suffit que on traverse la mauvaise rue et qu'on se fasse tirer dessus par un sniper. Donc les tensions sont là, mais en même temps on attend. Concrètement, sur une zone de guerre, on s'emmerde. Et cette vidéo, c'est ça. Cette vidéo, elle est extrêmement chiante, quoi. On voit le combattant qui fait son lit, on le voit qui cuisine, on le voit qui regarde un match de foot à la télé, on le voit qui discute avec ses amis. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment montrer cette réalité de la guerre que tout simplement qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque c'est toujours l'événement qui nous est montré. Et puis ce projet, j'ai décidé également de le revisiter. J'ai décidé de le revisiter puisque je me suis aperçu que c'était très difficile de toucher un public avec cette vidéo de 24 heures. Et du coup, j'ai décidé de le revisiter à travers des captures d'écran. Des captures d'écran de chacune des minutes de ces 24 heures. Donc en tout, ça nous fait 1440 captures d'écran. Et ces captures d'écran, donc j'ai commencé par les diffuser
sur Instagram. Ce qui m'intéressait ici, c'était le contraste qu'il peut avoir entre ce que les gens postent généralement sur Instagram, c'est-à-dire que généralement on a des vies, on va dire, assez banales, assez classiques, avec des gens qui vont chercher à poster des images un peu exceptionnelles de ces vies un peu classiques. Et là, en fin de compte, on a une situation qui est quand même une situation assez exceptionnelle, cette situation de guerre. Et là, au contraire, on a des images extrêmement banales, extrêmement voilà, d'un quotidien très banal. Et donc, du coup, ce contraste m'intéressait. Et puis, j'ai également décidé après de penser ça sous forme d'exposition, et c'est ce que, du coup, vous pourrez voir à la Sorbonne Art Gallery. Donc voilà, vous voyez ce quotidien, on voit qu'il fait la vaisselle, on voit qu'il fait son lit, on voit qu'il se met du parfum. Et en même temps, dans ce quotidien, on voit la guerre qui est omniprésente, hein, puisque vous voyez, par exemple, dans un coin ici de la chambre, on aperçoit un fusil d'assaut. Quand il sort dehors, les traces du conflit sont présentes, elles sont là, elles sont partout. Il prend un café, voilà. Il veut aller au supermarché, mais malheureusement le supermarché a été détruit, bombardé. Voilà. Du coup, il en cherche un autre qui finalement finit par trouver. Il fait sécher ses chaussettes. Voilà. Et le conflit est là. Et donc, ces captures d'écran de ces 24 heures que je vous présente ici à la Sorbonne, et également, ce qui m'intéressait aussi à travers ces captures d'écran, le dernier point qui m'intéressait précisément, c'était une interrogation liée à la question de la photographie, et particulièrement du photojournalisme, où dans le photojournalisme, il y a quelque chose qui est très important, c'est la capture de l'instant décisif. C'est vraiment le moment exact où il fallait prendre la photo. Ici, je voulais interroger le rapport qu'on peut avoir à cet instant décisif, sachant qu'on a des caméras vidéo avec une résolution de plus en plus importante. Le 4K est devenu quasiment un standard. Alors, pourquoi, du coup, chercher à capturer l'instant décisif en photographie au risque de le rater, alors qu'il suffit de filmer avec une caméra qui a une bonne résolution et ensuite de faire une capture d'écran, et au moins on est sûr de capturer exactement le moment qu'on voulait. On est sûr de ne pas rater cet instant décisif. Donc voilà, c'était aussi ce rapport à l'instant décisif que je voulais interroger à travers ce projet.